Beaucoup de sols, du moins, utilisés pour planter des aliments, sont pollués pour des siècles, 6 ou 7 siècles, selon ce qu'ils disent. Merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, cap sur les Antilles pour parler d'une catastrophe sanitaire. Bienvenue, vous êtes dans le cadre. Pour en parler, nous serons accompagnés d'un personnage qui a un profil assez particulier, puisqu'il est à la fois rappeur et professeur d'histoire à l'Université des Antilles. Fola, bonjour. Pourrais-tu te présenter? Salut Ismo, si je devais dire quelques mots pour me présenter, je dirais que je suis né à Villers-le-Bel, j'ai grandi en Guadeloupe, je vis aujourd'hui en Martinique. Pour payer mes factures, je suis enseignant-chercheur à la fac, à l'Université des Antilles. J'enseigne dans un département d'études anglophones. On va entrer directement dans le vif du sujet. Après avoir bataillé plusieurs années, l'État français a été reconnu comme responsable de la situation sanitaire aux Antilles, à savoir la contamination des sols par le chlordécone. Pourrais-tu déjà nous dire ce qu'est le chlordécone? C'est une molécule que les gros planteurs et même les petits planteurs en Martinique et en Guadeloupe ont utilisé pendant près de 30 à 40 ans pour pouvoir éliminer des microbes dans leur plantation, mais malheureusement, l'utilisation a pollué aussi les sols, particulièrement des bananeraies, où cette molécule, ce principe-là a été utilisé. Écoute, dans les années 70, il y a eu une usine en Virginie aux États-Unis qui a explosé parce qu'elle avait quelque chose à voir avec le chlordécone. Donc les États-Unis ont interdit cette substance sur son sol à partir fin des années 70. Malheureusement, la substance a continué à être utilisée chez nous dans les bananeraies. On a découvert que les planteurs avaient demandé des dérogations, comme ils avaient des entrées à l'Élysée. On a une pièce d'identité, s'il vous plaît. Quoi? Une pièce d'identité. Sans pièce d'identité, Éric de Lucy pénètre sans encombre à l'Élysée. Malgré la dangerosité du produit, ils ont pu avoir des dérogations pour continuer à l'utiliser en toute connaissance de cause. Donc aujourd'hui, beaucoup de sols, du moins, utilisés pour planter des aliments, sont pollués pour des siècles, 6 ou 7 siècles, selon ce qu'ils disent. Les eaux aussi, les eaux des rivières à proximité des bananeraies, et donc qui arrivent aussi à la mer, ces eaux aussi sont partiellement polluées, donc les pêcheurs ne peuvent plus utiliser ces eaux, ils doivent aller pêcher plus loin. Donc cette molécule, moi je continue à dire le chlordécone est responsable un peu de tous ces dégâts-là, sans compter la santé des populations. Justement, parlons-en. Quelles sont les conséquences sur la santé de ce produit-là? Écoute, il y a de cela environ, si je me trompe pas, 10-15 ans, il y a un professeur qui s'appelle le professeur Blanchet, qui travaille au CHU de Guadeloupe. Il y est peut-être plus, mais ce monsieur va sortir une étude où il révèle que le chlordécone, cette molécule-là, eh bien, elle passe à travers le cordon ombilical des mamans et elle génère des problèmes pour les nouveau-nés quand ils arrivent à naître en bonne santé. Donc déjà, lui, il tire la sonnette d'alarme sur ce que les mamans qui n'ont pas été exposées directement au chlordécone, mais qui ont mangé des aliments. Et ces aliments, contenant la molécule, sont passés plus ou moins dans le cordon ombilical. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est bien sûr les ouvriers agricoles, des hommes et des femmes dans les plantations de bananes en Martinique et en Guadeloupe, qui, eux, sont les premiers exposés puisqu'ils touchent le produit sans protection. Eux ont récolté, pour la plupart, des cancers de la prostate, ou des cancers d'autres formes, mais particulièrement des cancers de la prostate. Donc, on a ces effets-là. Et puis après, le chlordécone est présent dans certains de nos aliments à une degré, teneur, ouais. Exactement, à une teneur particulière. La teneur est parfois révisée, mais c'est là. Et qu'est-ce que ça engendre? Écoute, je sais pas trop exactement, mais ça engendre des désordres à l'intérieur des gens et des cancers aussi qui sont plus élevés chez nous. C'est vrai qu'on a un taux record de cancer de la prostate aux Antilles. Je pense que c'est même le coin, la localité où on a le plus haut taux de cancer de la prostate au monde. Hein. Écoute, je ne saurais pas dire si c'est au monde. Je sais que les Noirs américains sont beaucoup touchés par cette maladie. Donc pendant un moment, l'histoire était de dire que non, c'est une maladie qui touche les Noirs. C'est ce que j'ai entendu, hein, en lisant aussi. Mais il y a des études qui ont montré qu'il y a une corrélation entre
cette molécule et les cancers à profusion chez nous. Récemment, il y a peut-être 2-3 ans, quand Emmanuel Macron est venu aux Antilles, il a fait je sais pas si c'est une gaffe, mais en tout cas, il a voulu remettre en doute le fait qu'il y avait vraiment un lien entre cancer de la prostate et exposition au chlordécone. Bien sûr, les spécialistes de tout ça se sont chargés de le remettre un peu face aux évidences, hein. Donc, bien sûr qu'il y a un lien. Je le dis pas en tant que spécialiste, mais je le dis en tant que quelqu'un qui s'intéresse à ces choses, quoi. Il y a aussi un taux élevé de naissance prématurée. Il semblerait qu'il y ait un lien aussi avec... Ça fait partie aussi des observations du professeur Blanchet dont je te parlais. J'espère que je dis son nom bien. Oui, il y a un lien entre les maladies qu'on retrouve chez les nouveau-nés, les problèmes qu'il peut y avoir et l'exposition au chlordécone. Les spécialistes qui s'intéressent à la maternité et aux grossesses et à ce genre de choses disent qu'il y a une corrélation. Donc, qui sommes-nous pour dire le contraire? Qu'est-ce qui... alors, c'est vrai que à partir du moment où il y a reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans ce scandale sanitaire, ça doit nécessairement ouvrir droit à plusieurs choses, dont notamment l'indemnisation des victimes de cet insecticide. Absolument. L'une des choses qu'on a vu se mettre en place à travers de nombreux plans qu'ils ont appelés, le gouvernement a appelé ça des plans chlordécone, on en est au 4e. L'une des choses qu'on a vu, c'est que oui, le cancer de la prostate que les ouvriers agricoles ont attrapé, il a été déclaré comme maladie professionnelle. Donc, il y a des gens qui ont trouvé que c'était une bonne chose. Que si cette maladie a été contractée pendant l'activité, qu'il y a un dispositif pour accompagner les personnes malades, les dédouaner, du moins les rémunérer, les indemniser, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que les premiers concernés, ce sont les personnes qui ont eu ça dans leur corps. Ces personnes, il me faut dire qu'elles n'ont pas attendu le plan ou les plans chlordécone pour pouvoir se mettre en marche. Il y a eu beaucoup de manifestations. Aujourd'hui, il existe plusieurs collectifs d'ouvriers et d'ouvrières de la banane qui sont accompagnés par des avocats et qui se font entendre pour obtenir réparation. En parlant de soins qu'on pourrait avoir dans le cadre de ce scandale sanitaire-là, je voudrais lancer l'instant talent. Alors aujourd'hui, on va parler d'un professeur qui s'appelle Sarah Gaspard. Et Fola, je pense que tu seras mieux placé que moi pour en parler. Écoute, Sarah Gaspard, c'est une collègue de l'Université des Antilles où je travaille. Moi, je suis sur le campus de la Martinique, elle est sur le campus de la Guadeloupe. Et c'est une prof de chimie. Et elle a eu l'idée, avec ses équipes, d'utiliser les bactéries déjà présentes dans le sol pour pouvoir dépolluer les sols. Écoute, tu me demanderas pas comment exactement elle fait, mais en tout cas, l'idée est là, le projet est là, il me semble qu'ils ont un laboratoire qui est financé et elle avance. Et c'est une fierté pour nous de savoir qu'un enfant du pays, on n'est pas là à attendre à chaque fois que ça vienne d'Europe ou de France, un enfant du pays, grâce à son génie, propose quelque chose pour faire reculer ces problèmes. Ouais, parce que tu m'as dit qu'il y a une contamination sur quoi? Sur 700 ans, tu évoquais tout à l'heure, c'est ça? C'est ce que j'ai lu. Est-ce que ce ne sont pas finalement les gros propriétaires terriens comme les béquets qui vont bénéficier de ces compensations financières? C'est une vraie question que tu poses. Et je crois que nos gens aux Antilles sont véatifs, comme on l'a dit, pour s'assurer que ça ne soit pas ça. Je ne pense pas. Tu sais, dès les années 2000, il y a un livre qui sort qui s'appelle « Chronique de l'empoisonnement annoncé », qui est sorti par 2 voix chez nous, qui alerte. Tu as Raphaël Confiant, un écrivain bien connu de chez nous, et tu as Louis Boutrin, qui est un avocat aussi bien connu. Et donc, ils alertent dans ce livre. Quelques années plus tard, ces mêmes messieurs sortent un livre de propositions. Je crois que c'est 12 ou 20 propositions pour pouvoir, lutter contre les effets du chlordécone. Ils sont très véatifs aussi sur cette question. Mais normalement, les indemnisations financières sont censées aller, c'est vrai, aux professionnels du secteur qui ne peuvent plus pratiquer. Et pas simplement, c'est pas censé être un capital que les professionnels vont mettre de côté. Je pense aux gros planteurs. Il faut savoir que le chlordécone, les gros planteurs l'ont utilisé, mais les petits planteurs aussi l'ont utilisé. Mais en tout cas, je veux croire que la société civile, en tout cas moi, je vais veiller à ce que ça soit pas cet argent qui arrive dans les mains des gros planteurs. Ça rappelle de vieux souvenirs, comme pendant l'esclavage, où ces messieurs ont été indemnisés
Et les personnes réduites en esclavage, après l'esclavage, n'ont rien eu à part leurs 2 pieds, leurs 2 mains et le fait de pouvoir aller et venir. Mais écoute, ça sera le mot de la fin. Peux-tu nous parler un peu de ton actualité? Écoute, mon actualité, je suis venu ici en France pour parler d'un livre que j'ai sorti, un essai, qui s'appelle « Ici, la liberté coûte cher ». Chez nous aux Antilles, pouvoir être libre de penser, libre d'aller et venir. Pour certaines personnes, c'est difficile. Donc voilà, mon actualité est autour de ce livre-là. C'est ce qui me vient. Écoute, je fais de la musique aussi. Oui. Je fais de la musique. J'ai une super chanson normalement qui doit sortir bientôt. En anglais, la chanson s'appelle Black Like You, mais ça veut dire voilà, noir comme toi. Et c'est une chanson que j'ai enregistrée pour parler du colorisme. Parce que chez nous, voilà, plus on est foncé, il y a une espèce de hiérarchisation raciale que je combats, qu'on n'aime pas chez nous. Donc j'ai fait cette chanson qui s'appelle Noir comme toi, en créole, qui parle de la femme noire. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Ismo, pour Et à l'invitation. très bientôt.